Salut, salut! La question d'aujourd'hui nous vient de Jessica qui demande comment créer un cliffhanger? Est-ce qu'il est recommandé à chaque fin de chapitre? Et doit-on s'en préoccuper en V1, en V2 ou est-ce que c'est de l'ordre du fignolage? Alors non, c'est pas de l'ordre du fignolage. Déjà, je vais mettre ça je vais clarifier ça directement. Euh, ok, déjà, qu'est-ce qu'un cliffhanger? Un cliffhanger, c'est le fait de laisser le lecteur sur un grand moment de suspension. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc qui porte des enjeux, des risques pour le personnage qui sont importants. Ça peut être une révélation d'une information, genre tadam, je suis ton père, fin de l'épisode. Ça peut être un moment physiquement où le personnage est en danger. D'ailleurs, cliffhanger, ça veut dire genre suspendu à la falaise. Donc ça peut être que le personnage vient de tomber dans un trou et bam, on s'arrête au moment de la chute, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ça peut être un moment d'évolution d'une relation, ça peut être un moment, les deux intérêts romantiques qui se tournent autour depuis le début viennent de s'embrasser, boum, on s'arrête là. Il y a une rupture, boum, on s'arrête là. Il y a le personnage qui va peut-être passer un entretien important ou rencontrer quelqu'un et ça peut tourner bien comme ça peut tourner mal. Il rentre dans le bâtiment, boum, on s'arrête là. Donc c'est cette idée que vous amorcez en fait une action qui est déterminante dans l'économie de votre projet, de votre série, de votre récit. Et je dis série parce que c'est souvent une mécanique qu'on utilise en série, mais ça existe aussi dans les unitaires. Et vous amorcez donc cette action, ce moment-là, vous donnez l'amorce, le début de l'information, et vous vous arrêtez juste avant que cette action ou cette information ne soit résolue. C'est-à-dire que juste avant de voir les conséquences de ce qui s'est passé. Ça, c'est le cliffhanger. Et c'est un excellent moyen de capturer même l'attention d'un lecteur. C'est-à-dire que vous avez positionné des enjeux, vous avez montré l'action déterminante, c'est-à-dire l'action liée aux enjeux que le personnage pose, et vous laissez le lecteur sur sa faim, puisque vous lui montrez pas justement comment ça se termine. Et donc ce truc-là, cette suspension du souffle, le lecteur, il la ressent, et donc son premier réflexe, quand le cliffhanger, quand il est face à un cliffhanger, c'est de vite aller voir la suite. C'est ce qui fait que les séries Netflix se regardent d'un seul tenant, finalement, plutôt qu'épisode après épisode, parce que, je veux dire, les épisodes de la suite, plutôt qu'une fois par semaine, ou une fois par mois, ou n'importe quoi, c'est que chaque épisode se termine, et Netflix, mais c'était avant sur la télé aussi, sur un grand moment, justement, de suspension. Et donc, on a absolument besoin le cerveau a absolument besoin de clore cette boucle qui a été ouverte, et pour ça, il va aller chercher l'épisode suivant. D'ailleurs, il y avait quelques années de ça, je lisais un article qui disait si vous arrêtez quelque chose comme 15 ou 20 minutes avant la fin vraiment de l'épisode, vous pourrez arrêter l'épisode sans aucun sentiment de manque ou d'urgence d'aller voir la suite, et c'est une bonne astuce si vous n'avez pas envie d'enchaîner les épisodes. Ceci étant mis à part, comment est-ce que nous on l'utilise? Donc, est-ce que ça doit être systématique? Ça doit pas forcément être systématique, c'est quelque chose qu'on utilise pour relancer l'intérêt du lecteur. Donc il y a des moments dans dans le rythme, dans la rythmique, dans le rythme de votre narration, vous allez vous rendre compte que c'est un peu plus plat, qu'il faut relancer peut-être. Si vous avez envie de faire ce qu'on appelle un page turner, c'est-à-dire un roman où le lecteur peut pas s'empêcher de tourner les pages, il va falloir utiliser les cliffhangers souvent. Et la question du dosage du cliffhanger, elle est importante parce que à trop utiliser cette technique-là, même si elle fonctionne très bien, vous risquez de lasser votre lecteur et de rendre lisible, trop lisible, une structure systématique qui n'est pas très intéressante. Donc il faut savoir le doser. Mais surtout après, il n'y a pas, à partir du moment où c'est bien fait et où c'est bien dosé, il n'y a pas vraiment de limite à l'utilisation du cliffhanger. Et vous allez vous rendre compte que vous l'utilisez très bien en fin de scène, parfois même, alors en milieu de scène, ça n'a pas vraiment de sens, mais sur des fins de page, quand on a un livre, on va regarder comment, dans la mise en page, on peut finir la page sur un cliffhanger. Alors ça peut être très simple, ça peut être aussi simple que de couper une phrase en son milieu. C'est-à-dire on a par exemple le sujet, le verbe, et on s'arrête là, et donc hop, on sait qu'il y a un complément, on a besoin de tourner la page pour aller lire la fin de la phrase, et hop, on est entraîné dans la suite de l'action. Donc, des choses comme ça fonctionne aussi très bien à l'écrit. C'est pour la question de à quel moment est-ce qu'on se questionne sur le cliffhanger. Alors, plus ils seront intégrés dans la V1, enfin, je vais même reformuler ça, plus ils seront intégrés dans votre structure, c'est-à-dire que plus en amont de l'écriture, vous saurez comment vous finissez vos chapitres, ou comment vous finissez vos scènes ou vos séquences, plus ce sera facile de les intégrer au récit. Le problème ou le risque à attendre la réécriture pour les inclure,
c'est qu'il peut y avoir, alors c'est pas forcément le cas si c'est fait avec intelligence et avec de façon délibérée et réfléchie, intentionnelle, il peut y avoir un sentiment d'artificialité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre scène qui se déroule et puis vous, en V2, vous venez rajouter comme ça un petit, euh, un petit extra qui est là juste pour capter l'attention du lecteur et il peut y avoir ce truc-là si c'est pas bien géré. Donc une manière de faire ça en réécriture, c'est parfois de simplement décaler le début d'une scène à la fin de la scène précédente et de couper là, et après de continuer le récit comme c'était prévu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans votre premier jet, vous aurez écrit vos scènes les unes après les autres de façon très fluide et naturelle pour vous, dans l'enchaînement logique des choses. Et là, ce que vous allez faire à la réécriture, c'est que vous allez redécouper vos scènes en disant, bah tiens, cette partie-là, qui est le début, qui amorce, qui pose les enjeux de la scène suivante, je vais l'utiliser à la fin de la scène qui précède. Ou inversement, la fin de ma scène, je vais le décaler au début de la scène suivante, ce qui va faire que le lecteur va être entraîné naturellement parce que le cerveau veut avoir les réponses à ces questions et qu'une action qui commence, c'est la question de comment va-t-elle se finir. Et donc, on veut avoir la fin de l'action, on veut avoir la résolution de l'action pour pouvoir être satisfait, pour avoir le sentiment d'accomplissement que nous apporte, que naturellement le cerveau nous donne en fait quand on a la réponse à nos questions. Donc, je reviens sur la structure. En V1, comment ça se passe? Vous réfléchissez, donc vous faites votre structure, vous avez votre déroulé d'action, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, etc. Comme vous savez ce qui se passe, vous pouvez aussi vous demander comment est-ce que je vais créer de l'intérêt, comment est-ce que je peux finir ma scène de sorte à créer l'entraînement qui va amener le lecteur à la scène suivante. Et donc, en réfléchissant comme ça en amont de l'écriture, ou pendant l'écriture de la V1, mais moi je préfère le faire en amont de l'écriture, comme ça j'ai l'esprit libre pour rédiger mon premier jet, eh ben, je peux construire toute ma scène de sorte à arriver de façon naturelle et fluide et cohérente à mon cliffhanger. Donc j'ai déjà dans mon plan la fin, peut-être la phrase de fin, peut-être la situation de fin, le fameux moment de suspension au bout de la falaise. Et comme ça, je peux structurer ma scène de sorte à ce qu'elle amène naturellement à cet endroit-là. Donc ça, ce serait pour le faire en V1. C'est bien de le faire en V1 parce que ça vous permet justement de retravailler après la finesse en fait de la narration plus que la structure. En V2, ça demande, comme je voulais détailler un petit peu, de réfléchir structurellement, de dire bah tiens, mais si je déplace mon début de scène ici, qu'est-ce que ça change pour le reste de mon récit? Est-ce que ça casse la cohérence? Est-ce qu'il faut que je change ma scène pour que ce soit mieux intégré? Ce genre de choses. Après, vous pouvez aussi faire des cliffhangers qui sont pas dans la V2, le fait de décaler un bout de scène vers un autre bout de scène, mais qui sont simplement des petites phrases que vous ajoutez ou des petites actions que vous ajoutez à la fin de vos scènes qui sont, elles, déjà écrites. Donc, je vais prendre un exemple. On va avoir... qu'est-ce qu'on peut prendre? On va avoir deux personnages, on va prendre une romance, on va avoir deux personnages qui se tournent autour. On a une scène dans laquelle ils sont tous les deux, tout seuls, en train de passer un moment lié peut-être à une intrigue secondaire professionnelle. Donc il y a un gros enjeu professionnel, ils sont là-dessus. Hop, on va avoir la scène à la V1, c'est une scène de découverte pour nous. Donc nous, on est en train de découvrir, donc on veut savoir comment ça se termine. Donc vous allez avoir tendance à écrire la scène où on va poser les enjeux, on va poser l'action et on va poser la fin de l'action. Donc mettons que ce soit, je sais pas, j'ai en tête là qui sont en train de réaliser du son. Donc il va y avoir, ils sont dans un studio, ils sont en train de monter du son. Ok, il faut absolument rendre je me rends compte que ça fait penser à comment s'appelle ce film? Peu importe, c'est pas grave. Ils sont en train de monter le son, ils sont dans le studio, on leur dit qu'il faut rendre peut-être le truc dans l'heure, ils ont, ou le lendemain matin, ils ont la soirée pour finir leur musique. Dans la V1, on va les faire arriver au studio, se débattre avec, se battre avec le son, essayer de trouver un compromis, avoir la pression qui monte, hop, puis finalement ils finissent le truc, fin de la scène, et hop, on va enchaîner sur la scène suivante. Parce que dans la V1, vous allez être concentré sur l'enjeu immédiat qui est la réalisation de la piste sonore. D'accord? Vous savez que votre intrigue principale, c'est la romance et que vous avez envie de rajouter, en fait, dans votre scène, quelque chose qui va relancer l'intérêt du lecteur ou en tout cas raviver la flamme de l'intérêt du lecteur pour la romance. Comment vous allez faire ça? Vous allez simplement prendre votre scène et vous demander, bah, tiens, quel impact est-ce que ce moment de stress professionnel peut avoir sur la romance de mes personnages? On sait que dans des moments d'adrénaline, le, la- le-
la sensibilité est plus à fleur de peau, et que s'il y a comme ça une tension romantique entre les personnages qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, bah, c'est un bon moment pour la faire progresser, cette tension romantique. Donc on peut très bien imaginer que je vais faire ma scène et que sur la fin de la scène, peut-être au moment où ça y est, ils ont enfin fini la piste, ils sont contents, la piste est terminée, boum, spontanément, paf, ils s'embrassent, quoi. C'est pas un gros baiser, mais il y a un truc, un rapprochement très clair, où ils se serrent dans les bras et puis hop, ils se reculent, ils ont ce moment de flottement qu'on voit souvent dans les romances, où ils échangent un regard prolongé et puis hop, il y a un petit moment de malaise. Et c'est un moment de prise de conscience, en fait, de la tension romantique qui n'était pas forcément consciente pour eux jusque-là. Et ça, on va pouvoir le créer, en fait, a posteriori, puisque dans la première version, on était concentré que sur l'action locale, en fait, l'action du professionnel. Et ben, on va pouvoir rajouter cette dimension romantique dans la version 2. Donc, rajouter dans la fin de scène ce moment-là qui va s'inclure très naturellement dans la tension émotionnelle qui est déjà en place à l'intérieur de la scène. Et pour créer un cliffhanger, on va mettre en suspens finalement les conséquences de ce moment-là. Donc soit on va pouvoir avoir ce moment de regard suspendu, soit on peut imaginer, tiens, on les fait s'embrasser et boum, on arrête la scène à cet endroit-là. Soit on peut imaginer que... qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir plein de trucs en fait. On peut avoir un moment où, tac, ils se regardent comme ça de manière très soutenue et un téléphone sonne ou l'interphone sonne ou je ne sais quoi et paf, on s'arrête là et du coup, on se demande ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont ignorer la sonnerie, enfin le truc qui les happe en fait, qui happe leur attention, ou est-ce qu'ils vont se détourner l'un de l'autre? On peut jouer sur des choses comme ça. Ce qui compte, c'est qu'il y a en fait une interrogation à la fin de la scène, de se dire: «Il y avait, une opportunité de progresser pour les personnages» et c'est valable dans une progression positive, pardon, comme une progression négative. Si on a genre une voiture qui passe comme ça, qui fonce vers une falaise, et hop, elle est sur le point de passer la falaise, et là on arrête la scène, on se doute bien que la résolution sera potentiellement négative, ça fonctionne aussi bien. Et donc on va on va s'arrêter juste au moment de l'interrogation. Le lecteur se dit: ah non, je voulais avoir la suite. Ok. Donc on peut construire a posteriori finalement. Alors l'exemple n'était pas complètement abouti puisque je l'ai créé là comme ça de tête et sans y avoir réfléchi en amont. Mais c'est pour vous montrer le processus créatif. Le processus créatif, il est simplement que j'ai une scène et je me demande comment je peux rajouter finalement une dimension supplémentaire à cette scène-là, comment je peux rajouter un sentiment peut-être d'urgence, comment je peux rajouter une interrogation non résolue à la fin de ma scène, en lien avec mon intrigue principale de préférence et avec mes enjeux de l'intrigue principale de préférence. Et hop, je vais rajouter ça. Le cliffhanger, il est pas du tout, puisque c'était la dernière partie de la question, de l'ordre du fignolage. C'est ce que je disais en début de vidéo. Le fignolage, c'est simplement, on va arrondir les angles, etc. Le cliffhanger, c'est trop important d'un point de vue narratif et d'un point de vue structurel pour être seulement un truc dont on s'occupe à la toute fin. Parce que c'est là où on va se faire des trucs qui seront très artificiels, qui vont pas fonctionner. Le fignolage, encore une fois, c'est simplement, on va arrondir les angles, on va travailler le vocabulaire un petit peu plus, on va faire en sorte que ce soit plus esthétique, on va supprimer quelques répétitions, on va jouer un petit peu plus sur le rythme de la narration éventuellement. Mais on va pas rajouter des choses aussi importantes qu'un cliffhanger qui doit s'intégrer de manière cohérente, fluide et invisible au récit. Il n'y a rien de pire qu'un cliffhanger qu'on voit, où on se dit, ah ouais, là, ils ont rajouté ça juste parce que ça nous hameçonne, en fait. Parce que là, du coup, ça fonctionne pas. Pour qu'un cliffhanger fonctionne, pour que vraiment il enrichisse l'expérience du lecteur, il faut que le lecteur soit, en fait, que le cliffhanger arrive dans la continuité naturelle de l'expérience de lecture. Donc le lecteur, il est dans sa scène, il est dans sa scène, il est dans sa scène, il est pris, il est happé, et là, oh non, on s'arrête à un moment donné où il avait absolument envie de voir la suite. Voilà ma réponse à cette question. J'espère que c'est suffisant. Et si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me les demander. À bientôt. Ciao.